Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, bonjour les gens de la France, bonjour les gens du Québec. C'est un grand plaisir encore de se lancer dans l'aventure aujourd'hui. Il y a des gens, je vais commencer comme ça en attendant que vous arriviez tranquillement. Je vais juste vérifier si tout est correct ici. Bon. Avant que les gens arrivent. Il y a des gens qui m'avaient demandé comment l'émission Au-delà du connu s'était réalisée. Comment s'est commencé tout ça. Alors, Au-delà du connu, c'est réalisé en avril 1986. C'est un copain à moi qui s'appelle Alain Labelle, que j'ai connu en 1973, et qui faisait de la radio, d'accord? Qui était la voix également de Radio-Canada, puis me présentait beaucoup dans les milieux médiatiques, me présentait un petit peu comment la radio fonctionnait, comment même la télé fonctionnait, parce que travaillait à Radio-Québec, travaillait à peu près partout. Alors, salut Alain, en passant, si tu es là. Et je lui ai demandé, comme ça, d'abord, il est arrivé avec un projet. Alain avait toujours un projet pour moi. Alors, on est arrivé comme ça à la télévision, simplement un coup de téléphone. Alors, j'ai commencé l'émission Au-delà du connu en avril 1986. Mais avant ça, je faisais une autre émission qui était d'un autre type. Comme je vous ai dit, je m'intéressais aux phénomènes ovni. Donc, à la parapsychologie, je faisais des émissions en ce qui touchait le domaine du phénomène ovni et du paranormal, ça m'intéressait énormément. Ça, c'est en 1980, sauf que j'ai été invité à ces émissions. Ensuite, j'ai fait un projet de musique dans le métro de Montréal. Ça, j'avais environ 20 ans, 21 ans, parce que j'avais des notions d'électronique. J'ai étudié l'électronique. Et je voulais entendre autre chose que de la musique de fond qui était endormante. Donc, à ce moment-là, 22 ans, gros max, j'avais décidé de présenter un projet dans ce sens-là. La première émission de radio que j'ai effectuée, c'était en 1980. J'ai réalisé une émission qui s'appelait Dossier OVNI à CKMF. Donc, ce sont tous des petites émissions qui devaient durer environ quelques semaines. Dossier OVNI à CKMF, on est en 1980, donc on est en pleine période disco. Je suis allé chercher des gens qui s'intéressaient au phénomène OVNI et qui avaient déjà écrit dans ce domaine-là. Et je me suis présenté à l'Université de Montréal pour aller chercher des gens qui étaient des astrophysiciens. Donc, par exemple, René Racine, Pierre Couillard, exobiologiste à l'Université de Montréal. Et il y avait également des gens qui travaillaient au télescope d'Hawaï. Donc, il était à Montréal. Je suis allé chercher tout ce monde-là. Je suis allé chercher également des gens au niveau du phénomène OVNI. Donc, on est au mois de janvier-février 1980. Il y a Yurko Bondarchuk qui écrit une brique ça d'épais sur le phénomène OVNI canadien. Alors, il y avait aussi des spécialistes de la science-fiction. Je suis allé chercher tout ce monde-là. Et puis, je leur ai demandé, est-ce que ça vous intéresse de faire une émission sur le phénomène OVNI? Il faut dire aussi que j'étais au planétarium, donc c'était facile pour moi d'entrer dans ce milieu et des astrophysiciens, et parce que j'étais astronome, amateur, mais astronome. J'ai commencé à m'intéresser à 12 ans. Donc, je pouvais parler de leur langage. Donc, on s'est dit, ça ne sera pas juste quelque chose sur le phénomène flyé, on va faire quelque chose de sérieux. Puis on s'est ramassé à peu près une quinzaine pour faire une série d'émissions CKMF. Évidemment, ça a été quelque chose qui prenait de la clientèle à la télévision. Donc, je m'attendais pas. Je m'attendais à quelque chose d'assez fantastique, mais je m'attendais pas à ce que l'émission de radio était pour être si écoutée que ça à travers le Canada. Parce qu'on faisait coast to coast le Canada. Alors, ça a commencé comme ça. Puis donc, j'avais quand même, en 81, 82, 83, j'ai poursuivi des émissions de radio. Et ces émissions de radio touchaient le phénomène OVNI, touchaient le paranormal.
Donc, le paranormal a toujours été quelque chose qui m'a extrêmement intéressé. Le paranormal, c'est d'abord quelque chose que l'on vit, puis ensuite, c'est quelque chose qu'on se dit, il faut que les gens connaissent cette dimension-là de la réalité. Ensuite, en 1986, il y a ce fameux Alain Labelle qui me dit, est-ce que ça t'intéresse de faire une émission où on va parler du paranormal, on va parler de la métaphysique? J'ai dit oui. Alors, ce que les réalisateurs aimaient beaucoup de moi, c'est qu'on pouvait faire 4 à 5 émissions en un seul après-midi. Et dans 4 après-midi, on faisait une saison au complet. Saison complète, c'était terminé. Alors, on se donnait rendez-vous 3 mois après pour faire l'autre saison, 3 mois après pour faire l'autre saison. Ceci dit, on entrait en studio simplement environ vers 1h de l'après-midi, puis à 5h, il y avait 4 émissions en boîte. On faisait des séries de 13 émissions. Et des fois, il fallait revenir pour faire 5 émissions d'un seul coup. Alors évidemment, c'était des émissions qui étaient pour les réalisateurs extrêmement faciles à produire, parce qu'il s'agissait de juste placer 2 chaises avec un décor en arrière, plus un éclairage. Et une fois que cet éclairage a été placé, une fois que l'idée pour les techniciens était trouvée, on pouvait se lancer. Et je ne reprenais pas mes émissions, c'est-à-dire que, à moins qu'il y ait une lumière qui brûle, on faisait une émission d'un seul coup. Donc, au-delà du connu, ça devait durer 3 mois. Et ça a duré 3 ans. Ça a été la première chose. Ça a été pour moi une aventure absolument fantastique. Quelques années plus tard, je l'ai offert, puis tous les réalisateurs étaient aussi extrêmement intéressés. Puis on a fait la science de l'être dans le même état. Donc en 1994, quand j'ai fait la science de l'être, ben on faisait 4 à 5 émissions l'après-midi. Et on faisait toute une saison comme ça. Entre-temps, ce qu'on faisait, entre chaque émission, il fallait aller se changer de vêtements. C'était pour moi ce qui avait de plus difficile. Parce que je trouvais ça plate. J'étais parti pour expliquer des choses et fallait changer de chemise, de veston, de changer de tissu. Ça, c'est la chose que je trouvais la plus difficile. Donc, j'ai fait la science de l'être. Et ça a été une aventure qui devait durer... ça a duré combien de temps, ça? Ça devait durer quelques mois. Finalement, ça a duré 2 ans. Et alors, j'ai poursuivi. J'ai continué en 2010, 2011, 2012. J'ai eu un break de 10 ans. Évidemment, c'était diffusé. Les premières émissions, comme la science de l'être, étaient diffusées presque à l'échelle du Québec. Donc, c'est arrivé extrêmement rapidement. Je suis passé... c'est comme une Ferrari. C'est 0,60 en quelques secondes. Donc, ça s'est lancé comme ça. Pour moi, ça me permettait de m'exprimer. Ça me permettait de passer quelque chose qui était ma créativité, qui était mon être. C'est quelque chose que je voulais dire. C'est quelque chose que je voulais que les gens connaissent le paranormal, aient une idée beaucoup plus complète de la réalité dans laquelle nous vivons. Évidemment, je suis un individu qui s'est intéressé à tout. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai étudié l'électronique, je me suis intéressé très longtemps, et encore aujourd'hui, avec l'Internet, à l'astrophysique. Donc l'astrophysique, dans ma vie, ça commence à 10, 11, 12 ans. Des étoiles, je passe au phénomène ovni, donc toujours dans la période de 12, 13, 14 ans. J'en parlais à l'école, on me traitait de capoté, parce que c'était pas en mode. Ce n'était pas à la mode de parler d'ovnis, de possibilités d'extraterrestres en 1964-65. C'était pas du tout à la mode. Mais il y avait quand même des livres qui commençaient à sortir, des livres qui étaient très intéressants. Je pense que c'était le livre de Louis Powell, de Jacques Berger, Le matin des magiciens. Donc, tout a commencé à peu près à cette période-là. 61, 62, 63, 64. Et il y a eu une ouverture, puis moi, je suis arrivé dans cette ouverture.
dans la libre expression de ce monde fantastique. C'est un peu comme ça que s'est réalisé la science de l'être, donc ce que j'ai été avant, ce que j'ai fait dans la réalisation. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire et sans savoir pourquoi. Les gens ont commencé à me téléphoner pour me demander des opinions sur toutes sortes de choses. Et ils voulaient me voir. Et c'est comme ça qu'ont commencé les gens, les consultations. Je n'ai jamais demandé de venir me voir. Sauf dans l'émission La science de l'être. Parce qu'il y a quand même un décalage de 5 ans entre La science de l'être, qui est en 86, 87, 88. Et Au-delà du connu et La science de l'être qui est en 1994, donc c'est 6 ans plus tard. Et à ce moment-là, les gens s'intéressaient beaucoup au domaine de la voyance. Puis ils voulaient absolument des réponses à certaines choses dans leur vie. Alors je leur ai dit simplement, OK, si c'est ça qui vous intéresse, allons-y. Mais sauf que c'est pas la seule chose qui m'intéresse. Le paranormal, la voyance est une chose fabuleuse, c'est une chose qui est très intéressante, qu'on peut se servir à tous les jours, mais il y a toute la dimension de faire arriver les choses avec une grande facilité. Alors j'ai vécu quand même, je pense, une certaine magie qui allait placer les choses, sauf que à l'âge de 12 ans, c'était déjà décidé. Et quand je dis que c'était déjà décidé, je veux dire que c'était déjà choisi par d'autres plans, parce que j'ai jamais préparé rien. J'ai jamais préparé rien de toute ma vie. Moi, ce qui faisait capoter complètement les réalisateurs et les gens qui animaient avec moi, c'est que je préparais pratiquement aucune question. Et si c'était de moi, je n'aurais même pas préparé de titre, parce que ça ne m'intéressait pas de parler d'un titre. Pour moi, un titre a toujours été une porte pour peut-être s'ouvrir plus sur une chose qu'une autre, parce que les gens fonctionnent beaucoup avec leur mental. Mais si ça n'avait été que de moi, je n'aurais pas choisi de titre. Alors, ça aurait été comme ça. Alors, il y a ces petits enregistrements-là. J'offre également des ateliers. Et si vous voulez avoir les conférences, je faisais des conférences publiques. Oui, indépendamment de ça, des conférences publiques en arrière des émissions de télévision. Et si jamais vous êtes intéressé à la période 86-94, j'ai placé ça sur des DVD. Alors, vous pouvez regarder sur mon site web www.normandpinard.com pour voir les prix qui sont rattachés à tout ça. Et j'enregistre maintenant mes conférences, comme vous le savez. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, ça va me faire plaisir. Plus une petite consultation de 30 minutes que je peux vous offrir avec ça. Pour ça, environ 73 €. Donc, c'est pas la fin du monde, mais je le dis maintenant pour pas l'oublier. Donc, c'est la grande aventure. Et ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Alors là, je vais vous demander de me poser des questions. N'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions dans tous les domaines que vous voulez. Ça peut être aussi bien la mécanique, ça peut être la métaphysique, ça peut être l'électronique, ça peut être l'audiovisuel, ça peut être la géologie, le cerveau-mécanisme, parce que je suis diplômé. Je veux dire, écoutez, tous les domaines m'intéressent, j'étudie tout le temps. Je suis toujours en train de regarder des documentaires et un petit peu comment est-ce que la vie est apparue. Si vous saviez que la Terre a été quand même pendant des milliards d'années une boule de feu, pendant très longtemps, et pendant l'équivalent d'environ 3/4 de milliards d'années, ou presque 1 milliard d'années, une boule de glace. Alors, si vous vous en faites concernant le changement de la température, j'aimerais vous dire que bien avant que les hommes apparaissent sur Terre, on traverse différents climats à une très grande rapidité, puisqu'il y a eu de la période aussi où on a reçu des astéroïdes sur la tête, des histoires assez gros, merci, de quelques kilomètres. Mais quand tu as quelque chose de quelques kilomètres qui rentre dans l'atmosphère, à peu près 25 km à la seconde, je peux vous dire que ça frappe assez fort. Et ça change. Ça a tendance à changer le climat.
On n'est pas à l'abri de ça, mais on va probablement développer une science qui va permettre de voir que si c'est un objet qui est assez gros, on va avoir la capacité de créer des appareils qui pourraient dévier. Tu te poses sur l'astéroïde, puis tu fais fonctionner un moteur, mais même si tu déplaces l'astéroïde de quelques millionièmes de degrés, si on peut la voir à temps parce qu'elle est très grosse, elle va passer à côté de la Terre. Fait que ça serait la technologie qu'on aurait. Les explosions, on oublie ça, parce que si tu fais exploser un astéroïde, tu vas en recevoir beaucoup sur la tête. Et des tout petites qui vont complètement atteindre leur but, c'est-à-dire détruire toute forme de vie sur Terre. Alors ça, c'est des techniques pour des gros astéroïdes. Pour des plus petits, on a moins de temps pour se préparer. Et ça devient un peu plus dangereux parce qu'ils vont faire énormément de dégâts aussi. Alors, il y a un budget quand même de la défense américaine, puis de la défense à travers le monde, des gens qui s'organisent. Ceci dit, alors je vous laisse libre dans les questions, puis ça va me faire un immense plaisir. Ça, c'est une belle question. À quel moment avez-vous trouvé le bon speaker pour vous interviewer et comprendre votre vibration? Ça a toujours été, je pense, excusez-moi, ça vache un tout petit peu, ça a toujours été très difficile pour eux. Moi, je n'étais pas en difficulté, mais ça a toujours été difficile pour eux, pour les gens qui m'interviewaient, pour essayer de comprendre, parce qu'eux autres, il fallait qu'ils mentalisent ce que je disais pour le rendre disponible au public. Et plus les gens, plus les co-animateurs essayaient de le mentaliser, plus ils pouvaient se perdre. Puis moi, j'avais tendance aussi à aller ailleurs. Là, maintenant, je me tiens dans un seul sujet, puis on reste là. C'était très difficile pour les co-animateurs, mais je pense que Pierre a pris énormément de plaisir et que ça a été pour lui une grande aventure. Je pense que les gens qui ont travaillé avec moi, c'était facile. On s'est beaucoup amusé. Nous, on regardait toujours la dimension de le faire un peu comme je vis, c'est-à-dire que ce ne soit pas un fardeau, mais que ce soit un plaisir. Et c'était un grand plaisir parce que, comme je disais tantôt, on commençait à 1h de l'après-midi, puis à 5h, on avait fait 4 émissions. Donc, c'était facile. Et notre gros problème, c'était plutôt de se changer de vêtements. en vitesse. Parce que l'équipe technique nous attendait. Ceci dit, moi, je laissais passer ça d'une manière directe. L'énergie, quand tu as une connexion, tu la laisses passer directement. Ça sait ce que ça a à faire, donc ça place les choses. Mais pour quelqu'un qui est un réalisateur, pour quelqu'un qui est une équipe technique, c'est un petit peu plus difficile. Puis pour quelqu'un qui posait les questions, il me faisait confiance. Ce sont des gens qui me faisaient confiance parce que ils savaient qu'ils n'auraient pas l'air fou. C'est-à-dire que jamais je me suis arrangé pour qu'un animateur se sente mal à l'aise. Ça a toujours été un climat de confiance, un climat de respect. Ça a toujours été un climat où on aimait qui j'étais. Alors, les gens qui ont travaillé avec moi, c'était des gens qui aimaient ce que je disais. C'était des gens qui me connaissaient la vibration de mon travail. En ce sens, je pense qu'ils avaient accepté qu'à un moment donné, ils ne pouvaient pas me suivre, puis à un moment donné, ils pouvaient me rattraper puis pour me poser une question. Mais ils savaient que le but principal était que je m'exprime. Et dans ce sens-là, mentaliser l'émission, la rendre comestible, n'était pas le but premier. Le but premier, c'était de laisser passer l'énergie, et c'est les gens qui, avec le temps, allaient comprendre ou pas l'émission. Mais à ma grande surprise, puis ça a été encore une fois notre grande surprise, on avait toujours reçu des lettres, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'ordinateur à la disposition du public.
94, c'était vraiment des privilégiés, des gens qui travaillaient pour des compagnies. Il n'y avait pas encore des ordinateurs ici au Québec dans les maisons. En 94, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. S'il y en avait, il n'y en avait pas beaucoup. L'Internet, c'était pas encore quelque chose de très connu. Donc, on recevait beaucoup de courriers et à ma grande surprise, c'est que les gens adoraient. Moi, je me dis, comment c'est possible? Je fais tout pour me faire haïr. Non, les gens aimaient. Et on recevait toujours de plus en plus de courriers de gens qui voulaient comprendre, savoir des choses. Donc, je me suis dit, OK, c'est fantastique. Je veux dire, je peux continuer dans cette direction-là. Ça me rappelle l'aventure de... il y avait Radio-Canada aussi à un moment donné qui m'avait interviewé, mais il y avait une émission à Trois-Rivières où il y avait une dame qui m'avait demandé comme invité. Mais ces gens-là voulaient toujours contrôler l'émission. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils me donnaient des petites minutes, même pas, des petits 30 secondes, bien sous contrôle. Et finalement, j'avais dit des choses assez naturelles, c'est-à-dire dans mon être, j'ai pas fait de compromis. Et à la grande surprise, les gens qui étaient là, qui avaient 60 ans et plus, qui était l'auditoire de cette émission, a applaudi. Et l'animatrice n'a jamais compris pourquoi. Cette animatrice-là, aujourd'hui, elle est ministre. Elle s'appelle Marguerite Blais. J'ai connu Marguerite Blais. Elle m'a fait connaître la peinture, les arts, et ça a été, pendant quelques mois, une très bonne amie. Donc, Marguerite Blais, au Québec, était une animatrice à la télé. Maintenant, elle est ministre pour les gens âgés. Alors, voilà. Et c'est ça d'ailleurs qui a créé notre amitié, parce qu'elle se demandait pourquoi les gens avaient trouvé ça fantastique, alors qu'elle n'avait rien compris du tout. On y va pour les questions. Alors oui, c'est une belle question. Ce n'était pas facile avant de commencer l'émission pour un animateur, mais en bout de ligne, je pense que les animateurs étaient plus relax que moi, parce que moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Donc, je laissais passer ça. Je laissais passer cette énergie. Je sais une chose, c'est qu'on faisait 4 émissions et on a toujours reçu des lettres absolument extraordinaires. On n'a jamais reçu d'insultes. Ça serait peut-être le temps de commencer. Mais commencez pas toutes en même temps, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. Je vais essayer de parler le plus possible pour qu'en France, les gens puissent saisir. Les gens de la France, que j'ai tellement magané, que j'ai tellement foudroyé lors de ma conférence, la dernière, et ça, c'est un petit truc que j'aime. Les gens me demandent beaucoup, c'est quoi la mémoire? Puis les gens ne comprennent pas ce que c'est que de la mémoire. C'est quoi de la possession de la mémoire? Alors, je me suis carrément attaqué au comportement des Français dans cette conférence-là et à l'histoire des Français. Fait que le piège était le suivant. Ça, c'est ma dernière conférence privée. D'accord? Dans la dernière minute, là, 2 dernières minutes, je me suis déchaîné. J'ai dit toutes sortes de choses vraies, mais qui pouvaient être très offusquantes, très blessantes. Et le test est le suivant. Si ça vous a blessé, c'est que vous êtes préoccupé par la mémoire. Parce qu'aucune chose qui a été dite appartient au présent de l'histoire de la France. Et si vous avez senti une blessure intérieure, c'est ça la mémoire. C'est ça la mémoire. On n'est pas français, on n'est pas québécois, on est soi, on est dans l'être. On n'appartient à rien, puis on n'appartient même pas à l'histoire d'aucun pays. Puis c'est comme ça que je vous ai eu. Fait que si vous avez été blessé, c'est l'endroit en vous où vous n'êtes pas totalement dans votre centre.
Fait que c'est pour ça que je donne des conférences qui sont privées. C'est pour ça que je donne des ateliers qui sont privés. C'est parce que c'est des choses que c'est pas pour le grand public. Mais c'est pour faire avancer le monde. C'est pour faire avancer une sensibilité. Pour qu'on quitte une sensibilité ordinaire pour entrer dans quelque chose de fantastique. Fait que là, vous allez comprendre c'est quoi mes petits pièges. Comment je fonctionne. Parce que vous ne pouvez pas vous sentir coupable des choses que vous n'avez pas faites, des choses que vous n'êtes pas. J'ai parlé de Louis XVI qui a abandonné le Québec. C'est vrai. Mais en quoi ça vous concerne? Puis en quoi ça me concerne? Moi, je suis venu au monde. On est venu au monde bien après ça. Alors, je me suis dit, là, ça va péter aux frites, ça va sauter. Et puis, j'aime ça, à un moment donné, taquiner la planète comme ça. Ça, je peux le faire avec n'importe quelle race en passant. T'sais. Mais ça me prend des races qui sont prêtes. Tu sais, tu as des races qui s'identifient tellement à leur religion, à leur... vous savez ce que je veux dire. Bon. Alors, voilà comment je fais mes petits tests. Fait que les gens que si vous êtes senti très blessé, ça veut dire que vous manquez de centricité. Il y a trop d'Europe en vous, puis pas assez de liberté. C'est chiant, hein? On y va. Aujourd'hui, les scientifiques arrivent à rajeunir des souris. Pensez-vous, Normand, que cette nouvelle médecine arrivera bientôt pour nous? Est-ce que cela va être lié à la colonie des planètes? Moi, je vais répondre à Vincent, salut, professeur de lutte gréco-romaine, remportant des médailles. Aujourd'hui, les scientifiques arrivent à rajeunir la souris. Pensez-vous, autrement dit, qu'il va y avoir une médecine, il va y avoir une science. Il va y avoir une science. Il va y avoir une science qui va permettre d'inverser le processus du vieillissement. On connaît déjà un peu cette science-là. Mais on n'en parle pas pour les raisons que vous connaissez. C'est-à-dire que on connaît il y a des choses, il y a des créatures, il y a certaines méduses, il y a certaines créatures qui sont éternelles, qui se refont continuellement, et lorsqu'elles sont rendues très vieilles, elles rajeunissent. Alors, pour répondre, Vincent, à ta question, toi qui es un individu très sensible à l'esthétisme, qui a une âme italienne que les Français n'ont pas, qui s'intéresse à la beauté. Oui, pour répondre à ta question, on va avoir une science qui va permettre d'empêcher le vieillissement. Parce que ce n'est pas intelligent de vivre dans une machine qui s'use, qui nous fait mal, pour ensuite aller dans l'au-delà, revenir avec un corps, recommencer à étudier un paquet de trucs. Je veux dire, on n'est pas fait pour revenir soit ici ou ailleurs. On n'est pas fait pour vieillir. Si vous allez à l'intérieur de vous, vous allez vous apercevoir que c'est pas normal. En passant, oui, j'ai rajeuni depuis 2 semaines. Merci. J'ai coupé le sucre. Alors, je fais l'expérience chimique. J'ai regardé le xylitol et maintenant, je suis passé à l'étritol, qui est un succès d'année, fantastique, sans changer du tout, aucunement, l'indice de glycémie. Mais je vais pousser la chose encore plus loin. Je sais qu'il y a des sucres encore plus spéciaux. Et lorsqu'on commence à travailler sur les cellules, lorsqu'on commence à travailler sur soi, à prendre conscience, à réinvestir l'énergie en soi, on peut, en tout cas, au moins rester en santé. Fait que ça, c'est important. Ça, c'est aussi important de faire de l'activité physique, Vincent, toi qui es professeur d'activité physique. Et la réponse à ça, c'est oui. Oui, on va avoir cette science-là. Mais pour l'instant,
Les seules personnes qui peuvent être centenaires, c'est des gens comme la reine d'Angleterre. Ils peuvent le dépasser. Parce que ces gens-là ont accès à des médicaments que le commun des mortels, nous, on n'a pas accès. Et ils ont accès à des traitements anti-cancer. Ils ont accès à des traitements extraordinaires de régénération des cellules qui coûtent des millions, mais ils ont accès certainement à des médecins immédiatement auxquels le commun des mortels n'a pas accès. Alors, il existe des médicaments qui sont extraordinairement poussés, qui peuvent rajeunir les cellules de l'être humain. Et tranquillement, on va s'approcher de l'immortalité parce qu'on découvre qu'il y a des choses, il y a des méduses, comme je disais tantôt, dans l'océan qui ne meurent pas. Il y a des créatures qui ne meurent pas. Ça vient de s'éteindre. Mais c'est-à-dire, ça vient de s'éteindre la mort, on passe à autre chose. Je vais aller voir vos questions. Vous étiez libre de transmettre ce qui ressort de l'ensemble de vos émissions? Oui, on est au Québec. Je m'explique. Lorsque les réalisateurs ont décidé d'accepter l'émission, on ne savait absolument pas qu'est-ce que j'allais dire. Et ce que de plus extraordinaire, ils n'ont jamais su ce que j'allais dire. Et ensuite, ils n'ont jamais su ce que je disais. La seule chose que le réalisateur savait, c'est que c'est extrêmement demandé du public. Et vu que j'étais l'émission qui recevait le plus de lettres, que les gens étaient très intéressés, il y a des gens qui comprenaient ce que je disais. Et ils le comprenaient au niveau de la vibration. Alors, en France, les gens, beaucoup de gens, c'est une culture qui va fonctionner avec la raison. C'est très bien aussi, c'est la culture de la science. C'est une culture qui s'est construite sur la raison, sur les choses qu'on doit connaître, sur les choses qu'on doit expérimenter, savoir. Donc, ça fait de l'Europe un grand peuple, de grands États. Il y a des philosophes qui ont été des véritables génies. Alors, c'est absolument extraordinaire. Sauf que nous entrons dans une nouvelle civilisation. Cette civilisation-là est branchée avec des intelligences qui ont environ entre 400 000 et 400 millions d'années en avance sur nous. Donc, ils émettent une vibration. Et en émettant cette vibration, certaines personnes la reçoivent. Et nous, notre fonction, c'est de la transmettre. Pas de se poser des questions, mais de la transmettre. Mais il est plus facile pour des gens qui ne vivent pas le poids du mental de transmettre l'information. Par exemple, la voyance, moi j'avais rencontré des gens qui étaient très, très sceptiques, qui étaient membres de l'association des sceptiques, qui venaient de sortir du planétarium. Et j'étais avec un ami qui était aussi, qui me connaissait, mais qui est aussi membre, je pense, de l'Association des sceptiques du Québec. Et on s'est retrouvés au restaurant, et j'ai regardé ce monsieur et je lui ai dit simplement cette phrase. J'ai dit, vous vous êtes chicané cet après-midi avec votre compagne, puis vous vous êtes donné quelques semaines de relâche. Et il est devenu blanc. Parce que j'ai parlé de cette chose-là, je pense il y a 2 ou 3 conférences sur Facebook. Et finalement, il est venu blanc comme un drap. Donc, parce que lui ne croyait pas du tout à ces mécanismes, à cette réalité, et ça l'a heurté de plein fouet. Et c'est un monsieur qui se sentait vraiment pas bien. Son repas n'a pas passé. Il se sentait vraiment pas bien. Alors, souvent, on n'est pas capable, dans notre petit château, il y a des briques. Quand tu tires une brique, il y a des gens qui s'effondrent.
Fait que ça, c'est une expérience que j'avais faite de même parce qu'il était sceptique. J'ai dit, moi, il donne une petite claque, comme ça. Tu sais. Ça m'arrive de temps en temps. Tu sais. Un petit coup de patte, comme mon chat. Sauf que j'ai enlevé les griffes, donc il n'y a plus de problème. Je coupe la pointe des griffes. Alors, ça devient un petit coup de caresse. Oui, les gens sont faits pour être tapochés. Ils vont leur demander. Alors, ceci dit, c'est simplement que je me suis amusé, mais je me rends compte, non, en général, je fais plutôt attention à la sensibilité des gens, pour des raisons que vous connaissez de plus en plus depuis que vous me fréquentez. En tout cas, dans les rencontres maison, si vous voulez, les conférences maison sont toujours disponibles. Si vous voulez aller plus loin, il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je peux faire, il y a des tests que je peux faire que je ne peux pas faire sur Facebook. Je me contente de faire le Facebook. J'aime ça comme ça. Alors, je vais regarder. Alors, en tout cas, Vincent, je te confirme que oui, on a des gens de science qui travaillent sur les cellules de rajeunissement. D'ailleurs, elles sont en nous. Et on peut les solliciter. C'est ce que je fais dans les ateliers. Maintenant, les témoignages chez les gens qui y participent. J'ai beaucoup de gens qui sont infirmières, qui ont travaillé avec des patients, qui sont dans le domaine médical. Ils sont presque tous dans le domaine médical, en passant. Ceux qui viennent à mes ateliers, ceux qui assistent à mes conférences sont dans l'engineering. Bon. Pour rester dans l'esprit de la Saint-Valentin, je pense que ça va mal se terminer. Attendez que je lis cette question. Noria. Salut Noria. Pour rester dans l'esprit de la Saint-Valentin, ce sentiment qui élève à la fois et qui peut briser, qu'est-ce que l'amour en métaphysique? La communication télépathique, le respect, la compréhension. Mais le mot amour comme tel n'existe pas parce que ça a tellement été traité à toutes les sauces qu'on ne peut pas utiliser ce mot-là. Le mot le plus puissant, c'est le mot respect. Le mot amour, c'est galvaudé. D'abord, quand on va vers quelqu'un, c'est toujours pour soi. Êtes-vous sûr que vous voulez que je poursuive? Parce que je ne suis pas sûr que ça va faire votre affaire. Avez-vous fini votre boîte de chocolat? J'ai une boîte de chocolat pour vous, Marcel. Marcel, si jamais vous m'entendez, vous allez vous reconnaître. Vous avez une boîte de chocolat parce que moi, j'en parle plus, c'est fini. Le sucre, j'ai coupé ça. Et je reçois du chocolat. Écoutez, j'ai arrêté ça. Alors, c'était quoi la question? Bon, l'amour, premièrement, on aime quelqu'un parce qu'on se sent bien personnellement avec. Il est très rare que l'on aime quelqu'un gratuitement. T'sais. On aime quelqu'un parce qu'il nous apporte quelque chose. Donc, c'est à deux. Qu'est-ce qu'on aime le plus? C'est-tu l'autre ou est-ce que c'est nous-mêmes? Il faut se décider, là. Donc, l'amour de la Saint-Valentin, pour moi, lorsque deux personnes sont ensemble, c'est qu'ils y trouvent chacun mutuellement un intérêt d'être bien à deux. C'est-à-dire que la personne nous donne satisfaction. Et c'est la même chose pour l'autre. Maintenant, cet amour-là, il est conditionnel. C'est-à-dire que faut que ça rapporte. C'est un investissement, là. C'est deux personnes qui s'investissent, qui sont bien ensemble, et qui vont retrouver dans l'autre une sécurité, qui vont trouver dans l'autre une complicité, et l'autre aussi. Donc, c'est partagé. À ce moment-là, on peut parler d'amour, on peut parler de respect. Moi, je préfère le mot respect que le mot amour, parce que le mot amour, c'est quelque chose qui est quasiment pas en cause sur la Terre, ça. L'amour, c'est une fusion avec la lumière. C'est une fusion dans la lumière, l'amour. Alors, les couples ne fusionnent pas dans la lumière.
Les couples sont ces deux personnes qui sont bien ensemble, puis qui se respectent. Pour moi, la notion du respect est extrêmement importante. Ils vont penser à l'autre, qui vont faire attention à l'émotion de l'autre, puis il ne faut pas que ce soit de la sensiblerie. Il faut que ce soit intelligent. C'est très, très sophistiqué, l'amour. Fait que le chocolat, c'est extraordinaire, mais il ne faut pas que ça fonde au soleil non plus. C'est complexe. C'est très, très complexe. La notion de l'amour, la notion de la sexualité aussi, c'est très complexe. Parce que la sexualité, c'est pas de la plomberie, ça, mesdames et messieurs. Pas du tout. C'est une expérience métaphysique qui permet d'arrêter le temps. Qui donne la certitude de son infini. Dans l'orgasme. Pour la majorité des gens, c'est pas ça. Je suis bien triste pour vous parce que vous allez devoir attendre après un médicament pour être en santé longtemps. Parce que le but du plaisir de la rencontre avec quelqu'un est une expérience de fusion métaphysique qui permet de retrouver son infini dans l'autre. Dans la jouissance de retrouver son infini dans l'autre. Fait qu'on est loin de la question de la plomberie, puis on est loin de la question de l'orgasme. Juste de la mécanique. L'orgasme, mon chat l'atteint, il n'y a aucun problème avec ça. Puis il est âgé de 17 ans. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est une communication qui permet à un individu de stabiliser son processus électrochimique, son âme, son intelligence, pour entrer dans son immortalité, avoir la confirmation de son immortalité. C'est à ça que ça sert. Être à deux et la jouissance à deux. Maintenant, pour la majorité des couples, cette chose-là est-elle existante? Point d'interrogation. Ça dépend des civilisations, ça dépend de l'âge, ça dépend d'un paquet de trucs. Mais disons qu'au niveau de l'âge, les gens qui jouissent le plus ne sont pas les jeunes. C'est les gens âgés de 50 ans et plus, ici au Québec. Il y a eu des statistiques, il y a eu des sondages là-dessus. Avant ça, c'est un autre univers dont je ne risque pas d'entrer. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'images. Il n'y a peut-être pas toujours beaucoup de réalité. Il est très difficile de communiquer entre jeunes, surtout quand il y a un téléphone entre les deux. Alors, chez les jeunes, il y a peut-être une recherche du plaisir, mais fondamentalement, le but de la jouissance, c'est de ressentir son immortalité et de ressentir l'éternité de son esprit dans son existence. Alors, c'est pas juste le plaisir, c'est ça plus bien d'autres choses aussi. T'as un bon café au lait. J'en prends du café au lait, toi qui me souris, là. Aujourd'hui, je suis plus sage. Je me suis contenté d'un verre d'eau. Sauf que je prends des sucres qui ne font pas monter la glycémie. Preuve scientifique à l'appui. Alors, je vais voir pour les autres questions. Je vais demander votre side. Alors, je ne comprends pas. Alors, je reviens à la question pour rester dans l'esprit de la Saint-Valentin, ce sentiment qui élève à la fois et qui peut briser. Ça ne brise pas, je veux dire, quand on s'élève, on ne se brise pas. On grandit. Alors, l'amour en métaphysique, je pense avoir répondu à ta question. Je vais regarder les autres questions parce que des fois, je les vois seulement quand j'ai fermé de... Faites-moi donc des petits coucous. Alors oui, j'étais libre là, pour Christelle. Oui, j'étais libre de transmettre. Parce que les gens n'avaient pas assez de culture pour comprendre ce que je disais. Je parle des réalisateurs. Ils ne savaient absolument pas de quoi je parlais. On recevait des lettres. Merci pour les petits coucous, les thumbs up.
Honnêtement, là, très honnêtement, il n'y a pas un caméraman, il n'y a pas personne en studio qui comprenait ce que je disais. C'était simplement les gens qui avaient la vibration. Même le réalisateur, il n'y a aucun réalisateur qui a compris pourquoi que ça avait un tel succès. C'est parce qu'au Québec, merci, c'est l'éclatement, c'est un vrai feu d'artifice. Merci pour les petits cœurs, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, non, je ne crois pas que les gens comprenaient. Même, je dirais que le réalisateur n'écoutait pas l'émission du tout. Il faisait le montage, il comprenait pas, il la mettait en ondes, il savait que le public aimait ça, parce que ça prend un public qui a une vibration, qui est capable de comprendre la chose. Donc, jamais ça s'est passé au niveau du mental. Mais ça, c'est une chose qu'on pouvait faire au Québec, parce que les gens n'ont pas de culture philosophique. Donc, les gens accrochaient pas sur un mot. Si j'avais été en France, une émission comme Au-delà du connu aurait été probablement pratiquement impossible, je pense. Parce que les gens ont une connaissance avec des références. Ça a été dit d'un tel auteur. Et je vous dis, je confirme que d'après un tel, donc la manière de penser, la manière de passer l'information n'est pas la même. Et je dirais que c'est un des avantages extraordinaires au Québec. C'est un peu comme si on était dans une immense campagne, puis qu'on se disait, toute cette terre-là m'appartient et je peux construire qu'est-ce que je veux. C'est du terrain, je peux faire pousser ce que je veux. Je peux avoir des fleurs, je peux faire du jardinage. On avait une terre à défraîchir qui nous appartenait. Et c'est ce qu'on fait maintenant au niveau de la conscience. C'est ce qu'on fait des Américains. Parce qu'on est neuf. La seule chose qui a été un embêtement a été l'Église. Qui était même pas une philosophie, qui était ce qu'on avait fait dire à quelqu'un, le Christ, transformer toute croche, répéter chaque dimanche en conneries, c'était la plus grande problématique du Québec. Une source d'aliénation totale. Voilà. Mais aujourd'hui, si quelqu'un est en vibration, il va être capable de comprendre ce que c'est que la vibration du Christ. Justement, on parlait de l'amour tantôt. La vibration du Christ, c'est la vibration de l'amour. C'est une fusion, ça. Une chance qu'il y en a un de temps en temps qui passe. C'est une vibration d'amour. C'était la première fois qu'on parlait de l'amour. Parce qu'avant le Christ, le monde est cannibale. Bon, aujourd'hui, il est encore cannibale, mais il est un petit peu moins. Il y a des gens, au moins, qui peuvent saisir et qui peuvent comprendre une vibration très spécifique qui est extrêmement avancée. Dans la notion de voir qu'une fois qu'on est entré dans l'état de fusion, il n'y a pas de différence entre moi et quelqu'un. C'est pas moi et l'autre, c'est ensemble. C'est un. Voyez-vous, Karl Marx aurait pris cette chose-là, puis dans une philosophie matérialiste. Alors ça donne une pourriture où tout le monde est nivelé vers le bas, sous prétexte que tout le monde va être égal. Mais le monde n'est pas égal. Il y a des gens qui font pitié toute leur vie. Il y a des gens qui sont exceptionnels. Donc, chaque personne doit développer son talent selon ce qu'elle possède. Puis ça doit être respecté. Parce que si c'est pas respecté, c'est horrible comme société. Il ne peut pas y avoir de communion, il ne peut pas y avoir de compréhension de son prochain. C'est une monstruosité. Moi, ce que je déteste le plus, c'est ce que je déteste personnellement, c'est les gens qui se pensent au pouvoir de quelque chose quand ils sont au pouvoir de rien du tout. Voilà. Avant que je me fâche, comment faites-vous pour tenir une structure d'esprit insaisissable à l'égarement dans le décor de la vie? Je ne m'occupe pas de comment est-ce que les autres
vont me percevoir. Je n'essaie pas de maintenir une structure. Je suis n'est pas une structure. Et c'est un état d'énergie. Et comme l'électricité qui passe dans un fil, c'est insaisissable. Mais l'important, c'est que ça allume la lumière. Alors, vivre n'est pas quelque chose qui est fait juste pour réfléchir. On ne peut pas réfléchir à l'infini. Parce que la caractéristique d'une chose infinie, c'est d'être insaisissable. Alors, on pourra essayer de comprendre l'univers pendant des siècles, on ne pourra pas y parvenir. Ni dans le plus petit, ni dans le plus grand. On trouvera toujours à nos questions 100 000 interrogations nouvelles. La propriété de l'infini est d'être totalement incompréhensible au mental. Le mental est comme un trou dans une aiguille. On ne peut pas passer l'infini dans le trou d'une aiguille et dire « ça y est, je l'ai ». La science, c'est un dé à coudre. C'est ce que l'on connaît de mieux, pour le moment, dans un dé à coudre. Donc, il faut comprendre ceci, l'infini est insaisissable. C'est sa caractéristique. Sinon, il serait fini. Et on ne vit pas dans un monde fini. On vit dans une structure infinie. Structure est un mot de trop. On vit dans l'infini. Ça, je l'ai appris à 12 ans. Ensuite, je l'ai vécu. Votre vie est infinie. Si elle vous semble finie, c'est parce que vous avez un système. Vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez une famille, des responsabilités, des choses à payer. Alors, c'est structuré. Et ceci vous donne l'impression que votre vie est sous contrôle. Mais sous vos pieds, c'est l'infini. Lorsque vous regardez le ciel, la nuit, c'est infini. Alors, la structure créée par les hommes pour se sécuriser à l'intérieur de milliardièmes de centimètres, c'est juste pour sécuriser la sensibilité humaine. Mais en fait, l'homme est une structure, l'être humain est une structure immortelle, lancée dans son infini. Lancée dans son infini. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on regarde l'infini, l'être humain est capable de reconnaître que c'est infini, parce qu'il est déjà un principe infini. On ne reconnaît que ce que l'on est. Je vais lire vos questions. Alors, je vais dire bonjour à Alexandre. Alexandre Morneau. Quel plaisir. Joanne de Montréal. Jean-François. Donald Bossé. Nicolas Rondeau. Marlène Champagne. C'est une belle question, hein? Allô, mes guides m'ont dit, attends, le dénouement sera bientôt. Juste et beau, vous croyez? Oui. Je regarde un petit peu ta photographie, c'est tout petit, hein? Mais j'ai un bon ressenti, malgré tes grandes difficultés. Tu vas passer à travers. Ne mise pas trop sur l'amour au sens de tout le monde, puis fie-toi à ce que ça te dit à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas l'amour, mais pour pas que ça te fasse mal. Mal à l'âme. Alors, Isaac, Monique, Lise, Lamarche, Vincent, ça a bien répondu à ta question, Vincent? Noria, merci beaucoup d'être là. La Saint-Valentin. OK. Vincent, tu m'as posé une question. Je suis content de prendre mon temps de bien le regarder. Le couple
est-il fait pour avoir des problèmes à résoudre et donc progresser? Non. C'est le problème du couple inconscient. Mais là, les gens vont paniquer. Mais tout le monde l'est inconscient. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a juste ça, des problèmes en couple. Dans l'inconscience, le couple est fait pour rencontrer une opposition. Rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer une opposition. Rencontrer quelqu'un, c'est frapper un mur. Le nôtre. Donc, le couple nous fait évoluer, l'autre nous fait évoluer. On évolue beaucoup plus rapidement avec l'autre que seul. Parce que quand on est seul, on n'est pas confronté. Mais quand on est avec quelqu'un, on est confronté au monde. Alors, c'est beaucoup plus difficile de vivre à deux que de vivre seul. Ça nous fait progresser dans notre psychologie. Ça nous fait progresser dans notre raffinement. Si on est avec quelqu'un, être avec quelqu'un, c'est vivre avec une résistance. On n'est pas libre à deux. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut à deux. À deux, ce sont des accommodements raisonnables. Au Québec, on connaît cette expression. Vivre à deux, ce sont des accommodements raisonnables. C'est pas facile d'acquérir avec le temps le respect de l'autre, puis que l'autre nous tape plus sur les nerfs, puis que ça devienne de plus en plus facile. C'est une histoire, ça. La majorité des baby boomers n'ont pas été capables de passer à travers ça. C'est pour ça que tout le monde a divorcé. Puis c'est les enfants qui ont payé le prix. Voilà. C'est ce que je pense. Puis c'est ce qui est arrivé aussi. Est-ce qu'un célibataire a déjà résolu ses problèmes dans ses vies passées? D'abord, on va mettre les vies passées de côté. Hey Vincent, je te dis, tu me poses des belles questions. Est-ce qu'un célibataire a déjà résolu ses problèmes dans ses vies passées? Quelqu'un de conscient n'a pas de passé. Il y a juste un présent. Il faut que je rentre dans la vibration de cette question-là. Quelqu'un qui est seul, c'est pas la meilleure chose. Ça fait du bien pour quelqu'un qui est avec quelqu'un puis que ça a mal tourné. Mais la solitude, c'est pas la meilleure chose au monde. La solitude, ça permet à quelqu'un de se rencontrer, d'être bien, mais il faut socialiser avec le monde. Faut communiquer avec le monde. Donc, un célibataire, ça crée un manque. Si quelqu'un est célibataire, il va être obligé d'amener des gens dans sa vie qu'il va pouvoir rencontrer dans l'amitié. Il va être obligé d'avoir une hygiène de vie où il y a beaucoup de mouvements. Parce qu'être seul toujours chez soi, là, c'est pas tellement fort. Il y a beaucoup de gens qui finissent célibataires ou qui sont célibataires, qui ont choisi parce que ça ne fonctionne pas avec les autres. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils sont avec quelqu'un, c'est toujours un heurt. C'est toujours frapper un mur. Et le couple qui n'est pas dans la conscience, puis ça c'est pratiquement tout le monde, c'est sûr que tu vas frapper un mur. Tôt ou tard. Mais à un moment donné, il faut être capable d'être assez puissant pour démonter le mur. Ça prend beaucoup d'intelligence. Fait que être célibataire, il y a des pour puis il y a des contre. Être en couple, il y a des pour puis il y a des contre. Ça a des avantages, des désavantages. Être célibataire, ça a des avantages, des désavantages. Il faut donc organiser beaucoup sa vie. Rencontrer du monde dans la conscience, bon, je vais le dire d'une autre manière. Rencontrer du monde pour quelqu'un qui a de la conscience, c'est toujours rencontrer des murs. Si vous avez l'impression d'être seul, puis que tout le monde est emmuré, vivant, c'est un état normal, ça. Je respecte le mur. Je respecterai toujours le mur du monde. Les gens font ce qu'ils peuvent dans une vie qui est très difficile. Alors, c'est très difficile parce qu'on ne vit pas dans un monde où il y a la science de la conscience. Il y a simplement le sentiment d'une éternité. Ça, c'est quand on entre dans la conscience. Parce que quelqu'un qui n'a pas de conscience, il n'a pas le sentiment de son éternité. Il y a le sentiment de sa finitude. Il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin. Je dis que c'est assez douloureux.
c'est pas fort. Puis deux chicanes avec, trois chicanes avec 3 filles qu'il a rencontrées ou 3 hommes ou whatever. Vous savez, on vit dans une société qui a une plus grande liberté sexuelle, mais une plus grande liberté sexuelle ne veut pas dire une immense compréhension de son prochain. Hein. Allô? Alors, je vais continuer. Bon. Bonjour, Geneviève, Chantal, Beau Soleil, très beau nom. Monica Péloquin, wow. Monica Péloquin était une dame qui travaillait à Radio-Canada. Hey, Monica, je pense que ça doit faire 40 ans. Je ne veux pas te vieillir, Monica, mais tu as commencé dans le domaine à parler des choses. Là, je sais que tu es dans la nouvelle médecine. Puis je sais que tu habites où tu habitais. Je ne sais pas si c'est le Costa Rica. Il faudrait que tu me dises ça à un moment donné. Monica Péloquin, une aventure de synchronicité avec Monica Péloquin. Je vais vous la raconter. D'ailleurs, elle est là, elle pourra en témoigner. Monica Péloquin est une personne que je vois dans un immense parc en 2005. Puis je la photographie, mais je la connaissais pas plus que ça. Je l'ai photographiée parce qu'elle était près d'un arbre et je faisais beaucoup de photos. Toujours est-il que 10 ans après, donc en 2000, c'était-tu en 2015? C'est en 1995 que j'ai fait la photo. 1995. Puis en 2005, je suis dans un cours sur la synchronicité. Et cette dame que j'avais photographiée dans un parc était à côté de moi. Et j'ai dit, j'ai votre photo que j'ai prise en 1995. On est en 2005. J'ai dit, et je te l'ai fait parvenir par Internet. Et on ne se connaissait pas du tout. Et c'était un cours avec un professeur qui nous parlait de la synchronicité. J'ai vécu ça avec la dame qui est à côté de moi, qui s'appelle Monica Péloquin, dont je ne connaissais pas le nom. Alors, si vous voulez savoir un petit peu comment est-ce que notre vie est faite, bien, elle est faite de toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça me fait plaisir de te voir, Monica Péloquin. Alors, tu pourras confirmer ça. Hein? La photographie, je te l'ai envoyée. On ne se connaissait pas du tout, là. 10 ans de décalage plus tard, une petite salle de conférence avec un professeur sur la synchronicité, parce que moi, j'arrête jamais, je fais toujours des recherches tout le temps, et on a vécu ça. Je remets la photographie, donc 10 ans plus tard, par synchronicité, dans un cours sur la synchronicité à Monica Péloquin. Marie-Claude Lavoie, bonjour Normand, quel plaisir de t'entendre. Le semblable n'est connu que par le semblable, dit-on. Alors écoutez, je vais regarder encore les questions. Christelle, le piège, c'est les tables rondes. Il y a aussi des tables carrées entre intervenants. Vous y avez échappé. Je les ai refusés. Claire Lamarche me l'avait proposé, j'ai dit non. Parce que on ne peut pas me comprendre quand on est juste dans le mental. Quand je m'étais intéressé au phénomène OVNI, puis que j'avais rencontré à l'Université de Montréal des professeurs qui étaient des grands astrophysiciens, déjà là, on me disait que c'était impossible. Alors, aujourd'hui, ils sont tous revenus sur le sujet en disant oui, c'est possible. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les scientifiques sont des gens, ça leur prend du temps. Puis moi, je trouve ça correct. Il n'y a pas de problème avec ça. La chose, ce n'est pas que tout le monde vous comprenne. Ce n'est pas important. La chose qui est importante, c'est que vous soyez bien avec vous-même, puis que vous vous comprenez. C'est ça qui est important. Si vous attendez après le monde pour vous rendre heureux, je pense que vous savez que c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Je pense qu'on est assez mature là, pour bien comprendre que le monde ne peut pas nous rendre heureux. Il ne doit pas non plus en être la cause. Si quelqu'un, on est dans la Saint-Valentin, si quelqu'un entre dans votre vie et qu'il est la cause de votre bonheur, vous êtes dans le malheur. Parce que vous vivez dans l'angoisse où il pourrait vous quitter. Et s'il vous quitte, la cause de votre bonheur vient de vous quitter. Oh,
Oh, je pense que le chocolat vient de fondre. Ah, je le sens. Ça commence à sentir le brûler dans la boîte de chocolat. Alors, il ne faut pas que l'autre soit la cause de notre bonheur. D'abord, il faut être la cause de son bonheur. Et l'autre, partager comme supplément et non pas comme complément. Mais c'est un supplément. Autrement dit, quand on fait un beau gâteau, on met des cerises, on met la garniture sur le gâteau. Alors, l'autre, c'est la garniture. Mais le gâteau, c'est nous autres. Là, il ne faut pas que je parle trop de ça parce que je suis en train de contrôler mon sucre. Puis là, je suis rendu dans les gâteaux puis dans les garnitures. C'est pas sage, ça. Pour moi, en tout cas. Alors, écoutez, ça a été un immense... Je ne sais pas la notion du temps. Ouais, ça fait 1 heure. Je vais voir encore pour les questions. Francine, bonjour. OK, je pense que j'ai pas mal répondu aux questions qui sont là. On parlera de voiture une autre fois. Alors, écoutez, ça a été un immense plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vais regarder encore pour les questions. Alors, bonjour Yvan, Roseline, Stéphanie. Je vous salue. Monica, je suis très, très content de t'avoir. Et le piège, là je regarde pour toutes les questions, le piège, c'est les tables rondes. Ouais, mais j'ai jamais voulu participer à ça. Je savais comment c'était pour finir. Merci beaucoup, vous êtes absolument charmant. Et comme vous savez, ben, vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous allez sur mon site web. C'est 73 € pour les gens qui habitent en Europe, 100 $ en montant canadien, pour avoir les enregistrements haute définition de mes conférences. J'ai aussi les conférences de 1994 de 1986 à 1994. Ça, c'est environ 200 $. Je peux vous les faire parvenir par Transfer Big File. Excusez si ça bouge un peu. Je suis toujours merci pour ma sincérité. Moi, je suis direct. C'est clair et net. Je suis un communicateur, c'est direct. Je dis pas des choses pour que ça fasse plaisir aux gens. Mais j'essaie de faire attention à la sensibilité. Parce que c'est délicat. Je pense pas qu'on place un éléphant dans un magasin de porcelaine. Merci beaucoup. Vous êtes réellement charmant. Mon chat a été tranquille aujourd'hui. Dans cette petite serviette. Il repose tranquille. Alors écoutez, vous avez été vraiment formidable. Je vous remercie beaucoup. 33. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais faire l'autre. Je le décide 2-3 jours à l'avance. Je le place. Puis ensuite, on le fait ensemble. Merci infiniment. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Elles ont été fantastiques. Puis pour les autres, ben, je vous souhaite une bonne continuité dans votre Saint-Valentin. Merci. Au revoir et à très bientôt.